Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce 18e épisode de G7. Je suis Julien et ce samedi matin, nous sommes 4 pour parler d'un merveilleux film d'Uwe Boll, Alone in the Dark. Comment ça va les amis? Ça va Piou, très piou. très bien. J'en ai marre de cette dubstep. Vous aurez donc reconnu Aymeric Souzix et Taldus. Oui. Les habitués. On est 4 à souffrir. On est un peu le human centipede du film de jeux vidéo, quoi. On souffre tous ensemble. Tu me rappelleras pourquoi on a accepté de faire ce podcast. Pour souffrir le samedi et le dimanche matin. Vous allez bien? Ça va. On Ça prépare va. les fêtes de Noël. Chopé. Et c'était quand même mieux que Postal. Je sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur Uwe Boll sous la main? Moi, c'est ça Je que pense que de notre trilogie, on a le meilleur. Je pense que techniquement il est mieux. Après, est-ce qu'on s'y amuse autant? Je ne sais pas. D'ailleurs, il a à peu près le même budget que Postal. Hein. Comme quoi, on peut vraiment utiliser 20 millions de dollars de manière complètement différente. Est-ce qu'il a la Aymeric. lumière à tous les étages? C'est ça la question. Alors lui, il a un budget, on en parlera après, mais il a un budget ampoule Philips Hue. Il s'est ruiné, Uwe Boll. Est-ce que, Aymeric, on passerait pas directement à la présentation du film par Wikipédia? Bah oui. Alors, que nous dit Wikipédia? Wikipédia nous dit que le film est sorti en 2005, c'est soit 12 ans après Jurassic Park. Et que c'est un film germano-canado-américain, réalisé par Uwe Boll, hein, comme on a dit, adapté d'un jeu. Et il se base plutôt sur le 4e volet qui est sorti en 2001. Donc ceux qui ont joué aux 3 premiers et qui se demandent d'où ça vient, en fait, Pas de là. ça vient pas des De 3 nulle premiers. part. Voilà. Et au casting, on retrouve Christian Slater, Tara Reid, Steven Dorff, puisqu'on a appris grâce au roi Steven qu'on dit Steven et pas Stephen. Frank C. Turner, Matthew Walker et bien d'autres. Notons Emmanuel Curtil en français au doublage de Christian Slater. Emmanuel Curtil, que l'on reconnaît plutôt comme la voix de Jim Carrey. Ok. Donc ça peut faire rigoler. Et on retrouve aussi Laura Préjean. Et Souzix me disait en off qu'elle pensait qu'elle doublait effectivement Kylie Cuckoo dans The Big Bang Theory. Tout à fait. Penny, voilà. Et Kristen Bell aussi, donc Véronica En même temps, Mars. Kylie Cuckoo est plus proche de Tara Reid que Christian Slater de Jim Carrey. On est d'accord. Ah, je sais pas. Hein. Peut-être que Christian Slater essaye très fort de ne pas être Jim Carrey, en tout cas d'être le mauvais Jim Carrey, et en fait, le pauvre. Ouais, il a pas, lui et Tara Reid, ils ont pas vraiment réussi à sortir de ce genre de film. C'est triste. C'est bien dommage. Et donc un petit résumé rapide. Heureusement, il tient en 2 lignes, même 2 phrases. Le détective Edward Carnby est parti sur l'île de Shadow Island pour enquêter sur le meurtre d'un ami. Sur place, il fera équipe avec une anthropologue se nommant Aline Cédrac et sera poursuivi par des créatures de l'ombre. C'est ça. Alors ça, c'est le jeu, ça. C'est pas le film. Bah, ça, c'est la fin du film. les 20 dernières minutes. Voilà, Parce que c'est tout pour moi. le résumé du budget film, 20 ça serait millions. plutôt Christian Slater aime faire peur aux gens, tirer dans le noir et rassembler des cailloux. C'est ça. Et il ne se souvient pas de son enfance. Ah oui, c'est vrai. Comme nous le dit sa voix off. La voix off. Alors, je sais pas si en VO c'était comme en VF, mais la voix off était. Normalement, quand t'as une voix off, t'as un espèce de traitement et tu sais que c'est une voix off, que c'est pas la voix d'un des personnages à l'écran. Là, en français, non. Non. Tu te dis, mais il parle alors que sa bouche ne bouge pas. Moi, en VO, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un traitement. Hein. Ok. En version québécoise non plus. On peut attaquer la suite si vous voulez. Ou ah non, ce que vous en avez pensé, tiens. Souzix, Ah oui. qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai envie de savoir. Écoute, ce film rassemble mes deux grandes passions, c'est-à-dire Steven Seagal d'un côté pour la baston et le métal hardcore comme on peut retrouver dans Agretsuko. Donc j'ai été Super. conquis, dirons-nous,
La bande son est magique. Les effets jour-nuit d'éclairage sont absolument bien dosés Ça t'a et fait peur? maîtrisés. Exactement. Ouais, il y a un petit jump scare quand même vers le milieu du film. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. La petite scène d'amour, les flingues, c'est du bon UV Ball. Mais je pense qu'effectivement, on les a pas encore tous vus. Mais ça reste, dirons-nous, le meilleur de ceux qu'on a pu voir. T'as dû Ah, partager cet avis? Bah moi déjà, je serai jamais objectif sur ce film. Ah, Parce que ce Pourquoi? film, je l'ai vu beaucoup quand j'étais petit. Et Ah j'aimais bon? beaucoup ce film. ah. Ah, C'est ton film Du coup, doudou? voilà, je suis attaché à ce film qui est ma foi, comme dit sous X, certainement le meilleur V-Ball, mais ça reste un film un peu minable. Mais on l'aime. C'est comme ce petit lapin qui manque une patte et qui boite, mais tu te dis il est mignon quand même. Et bah voilà. Sauf que c'est un lapin avec la tête du V-Ball. Mais non, non, franchement, ça va. C'était un bon film. Moi, j'ai passé. C'est pas comme Far Cry ou Postal où il y a des fois j'ai dû revenir en arrière parce que genre je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais plus aucune attention sur le film. Là, j'ai réussi à suivre à peu près et il y avait des bons effets spéciaux pour UV Ball, un scénario pas mal pour UV Ball et un jeu d'acteur pas trop mal pour UV Ball. Donc franchement, moi j'ai passé un agréable moment devant ce film. Julien, Alors ce si, film, si je me trompe pas, tu fais du triathlon et donc tu oui, fais du vélo. Et donc, est-ce que tu aimes bien le vélo? oui, Est-ce que tu as relevé les casques des miliciens? oui, oui, ils ont dû aller les acheter chez Decathlon. Euh, alors je crois, pour l'avoir vu dans la vidéo de Karim Debache, que tout l'équipement des policiers, c'est de l'équipement de paintball. Ah, Ce qui explique un petit peu ce côté cheap. En fait, pour moi, ce film, c'est le film qui montre que Uwe Boll est un mauvais réalisateur parce que les acteurs jouent pas trop mal. Enfin, on va dire les acteurs qui sont connus pour être des acteurs et des actrices. Euh, les effets spéciaux sont moyennement bien, mais il y a des trucs qui vont et des trucs qui vont pas. Par contre, tout ce qui est propre au réalisateur, c'est-à-dire le montage, la cohérence mais le cadrage? ouais, alors le cadrage. Le cadrage, ouais, parfois ça tremblote un peu, mais pourquoi pas. Mais le Les montage, plans? les plans, et surtout comment tu essayes de faire ressentir des émotions ou comment tu essayes de remplir euh, des scènes. Par exemple, quand il y a des scènes où on voit des camps militaires, ça fait chipouille parce que tu vois qu'ils sont pas nombreux, que c'est très vide, que c'est filmé dans des grands hangars, etc. Et tout ça, pour moi, c'est de sa faute à lui. C'est de la faute de personne d'autre. T'as pas Et aimé le cascade devant-derrière? qu'est-ce que t'appelles le cascade devant derrière? Dans le centre du 713, les deux opérateurs. Il y en a un qui Ah, a la casquette devant ah oui, et elle, d'accord. elle a la casquette derrière. Je l'ai même pas remarqué. Mais Ça m'a fait tout le film. et puis, mais enfin ouais, je trouve que c'est cheapouille alors que ça a du budget parce que le réal est mauvais. Après, j'ai passé un moins pire moment. Ouais, c'est très français de faire de la double négation, mais que devant Far Cry ou devant Postal, bien sûr. Et puis, je trouvais que Uwe Boll était un mec feignant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans Alone in the Dark que j'ai après revues dans Far Cry. Que ce soit les costumes, que ce soit les maquillages, les zombies, ils ont la même tête que les zombies de Far Cry. C'est-à-dire, on va leur mettre un peu de blanc et puis c'est parti, quoi. On comprend que c'est des gens qui sont pas normaux. Et voilà. Voilà, dans la globalité, ce que j'ai pensé de Alone in the Dark, mais c'est celui des trois que j'aurais le moins de mal à re-regarder, je pense. Et toi, Emmerich, t'en as pensé quoi? Eh ben moi, j'étais déçu en bien, comme on dit. Je m'attendais à un truc horrible. Et finalement, c'était pas si mal. Les effets spéciaux, ben, surtout les effets en 3D des créatures, j'ai trouvé que ben, pour un film d'Uwe Boll, ça s'en sortait pas trop mal. Là où pour Far Cry, il avait dû utiliser des mecs bodybuildés peints en blanc. Certes. Bon, après, bien évidemment, ça pêche là où ils ont fait des coupes dans le budget pour rester dans les clous. Mais sinon, globalement, c'était pas
aussi horrible que ce à quoi je m'attendais. Et après, évidemment, c'est un petit film de Uwe Boll, hein, donc vous l'avez déjà dit, vous avez déjà pointé les défauts. Mais au final, j'ai pas passé un mauvais moment, mais le truc c'est que, contrairement à Postal ou Far Cry, j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Je pense que ça pêche aussi un petit peu, C'est un petit peu bah, mou. ouais, c'est un peu plat en fait, ça là où dans Far Cry, heu, les personnages étaient relativement caricaturaux et j'arrivais pas à m'identifier. Attendez, il y a un truc qui passe dans ma rue, je sais pas si on entend. Non, on n'entend pas. OK, bon. Là où dans Far Cry, c'était assez caricatural, les personnages, et même sans aller jusqu'à, s'identifier à eux, on pouvait se dire: «OK, on a envie de savoir ce qui leur arrive». Là où dans Postal, c'est tellement n'importe quoi que, on est porté par, on a envie de savoir quel est le prochain truc complètement loufoque qui va arriver. Là, on s'en fout des personnages et l'intrigue est tellement téléphonée que au final, il y a rien, quoi. Il y a rien qui permet de rentrer et d'être captivé. Enfin, en tout cas pour moi. Donc, Et pourtant, il a essayé de dynamiser ça parce que, enfin, je l'ai écrit dans le résumé tellement c'est ridicule, mais il y a des cuts. Je veux dire, ça fait scène, 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 scène. mmh, Mais, mais en fait, ça fait l'inverse de ce que ça devrait produire. C'est-à-dire, genre, quand tu cut pour donner du dynamisme. Et ici, en fait, ça fait juste que de te perdre. Parce que d'avoir scène 1, scène 2, t'as mmh, scène 1-1, scène 2-1, scène 1-2, scène 2-2. ouais. Et c'est vraiment, ça fait des nœuds au cerveau pour rien, quoi. Et j'ai 2 moments qui illustrent un peu ça pour moi. C'est, quand, la 1re course-poursuite contre le premier mec un peu chelou, contre qui Christian Slater se bat. Il il saute par-dessus, je crois, une voiture ou un étal, et il est évidemment accroché à un câble parce que c'est pas possible ce qu'il fait en l'air là, et ça sort et c'est complètement incongru par rapport à ce qu'il a fait avant, donc c'est vraiment très, très bizarre. Et l'autre, c'est quand Christian Slater rentre chez lui, il est fatigué et donc il s'écroule sur son lit. Non, il se déshabille et on voit donc qu'il est musclé mais pas trop. Et il s'effondre sur son lit, et là, mais je me suis dit: «Mais c'est tellement du Uwe Boll qui dit à son acteur: "Tu vas jouer la fatigue? Vas-y, tu es fatigué, tu rentres chez toi et tu te couches"». Et tu dors. Non, mais voilà, mais c'était pas si pire, en fait. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Voilà. Ok, on passe au résumé. Allons-y, c'est parti. Alors, le film commence par un interminable texte d'introduction qui dure 1 minute 30, écrit quand même en assez petit, hein, on n'est pas dans Star Wars. Donc, accrochez-vous à votre slip parce qu'il va y avoir de l'info. Il y a 10 000 ans, une civilisation nommée Apkani, que je pense être extraterrestre. Non, Ils sont pas extraterrestres, eux? c'est dit dans le pitch de départ, c'est des natifs américains, D'accord. je crois. Bon. D'ailleurs, on En- peut en parler de ce texte qui défile à l'écran pendant, je sais pas, 10 minutes? J'en 1 sais minute rien. 30, ouais, c'est long. Bref, les Apkani, moi j'ai compris qu'ils avaient créé une passerelle ou découvert une passerelle vers un autre monde qui est aussi hébergé dans notre monde et que euh, voilà, ces gens-là, je vais les appeler les Mayas ou des cousins des Mayas. En fait, donc dans cet autre monde, il y a des monstres et du coup ils ont fermé la porte. Mais il y aurait quelques trucs qui auraient réussi à rester sur Terre malgré tout. Voilà, c'est 1 minute 30, très compliqué pour nous expliquer ça. Et ils ont Euh, tous et, disparu, et ils ont les tous Afghani. c'est ça. Il Et reste plus que des qu'aussi, artefacts. dans les années 80, donc l'équipe du bureau 713, donc le bureau 713, c'est une agence gouvernementale qui enquête sur les trucs paranormaux. Les Euh, X-Files. alors, ça, bon, je vais pas noter toutes les incohérences, mais moi, dans le texte, je comprends qu'on leur coupe les crédits et que Mm. du coup, le chef des 713, il devient fou parce que lui, Eh il ben non, continue. non, non, en fait, il devient pas fou, mais c'est surtout qu'il continue tout seul dans son coin de faire des expériences. Il devient un peu fou quand même. Mais il devient pas fou parce qu'on lui a coupé les crédits. Ah oui, d'accord, ouais. Non, mais il devient fou parce que il est obnubilé par cette Voilà. civilisation. Et quand même, il essaye d'intégrer des extraterrestres
à des orphelins. Bon, sur l'échelle de la folie, c'est quand même plus proche du 10 que du 0. Alors, le texte nous dit essayez de fusionner l'homme à la créature. Ouais. Oui, si tu veux. Quand tu fusionnes des trucs avec des orphelins, généralement, c'est pas cool. Moi, j'appelle ça des Goa'uld. Hein. Après, Exact. on appelle ça comme Ma on veut, mais pour moi, femme c'est a des dit la Goa'uld. même chose. Elle m'a dit c'est quand même vachement mieux fait dans Stargate. Ah, c'est pour ça que j'ai pas la ref, c'est Stargate. Alors, après cet interminable texte, on se rend dans un orphelinat où on apprend que un gamin réussit à s'échapper. Et en fait, il s'est échappé dans un local électrique où il voit des monstres en 3D. Voilà. La scène est assez longue, mais c'est le seul truc qu'il y avait à résumer, je pense. Et en fait, ce gamin, c'est Christian Slater. Et bam, on est 22 ans après, on est dans un avion, et Et il s'amuse à faire peur à un gosse. dans ce flashback-là, je comprends pas pourquoi le vieux, il dit à la, à la bonne sœur qui tient l'orphelinat, appelez la police et dites-leur que les 20 enfants ont disparu, alors qu'en fait, ils vont revenir après, de toute façon, les enfants. Donc pourquoi est-ce qu'elle appelle la police? Ne commence pas à noter les incohérences du scénario parce que tu vas te perdre. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a un, un 22 ans plus tôt, mais alors on n'a pas vraiment eu de scène avant. Ouais, Et du coup, quand on est 22 ans plus tard, ben, c'est comme un cheveu sur la soupe, donc on peut se dire, bah, on n'est pas 22 ans plus tard, on est en même temps ou le lendemain de la nuit où les enfants ont disparu. c'est sûr qu'au début, tu te dis, c'est quoi le lien entre ce qu'on vient de voir et Christian Slater? Bon, après, on va très vite nous dire que c'est lui, quoi, mais Grâce à sa voix off. grâce à sa voix off. Et donc, ouais, il y a un gamin qui lui montre ses coloriages et qui lui dit, ouais, moi j'ai un peu peur dans le noir, mais ma mère, elle me dit, les monstres, ça n'existe pas. Et lui, il dit, non, mais ta mère, elle dit de la merde. Les monstres, ça existe, hein, faut que t'aies peur. C'est ce qui nous permet de survivre. Le mec qui viole l'innocence d'un gamin dans l'avion, ça m'a fait rire. Bref, alors, cut, très sauvagement comme ça. On est en pleine mer sur un bateau et il y a un vieux qu'on voit être donc un vieux qu'on avait vu dans l'orphelinat. Donc là, on commence à se dire c'est peut-être le fou qui continue ses expérimentations. Il demande par téléphone à on ne sait pas qui de tuer on ne sait pas qui et de récupérer un artefact. On peut deviner que c'est Christian Slater qui est la cible. On peut, mais c'est quand même pas très bien fait. Parce qu'il La il dit narration. tu es Carnby, et après, grâce à la voix off de Christian Slater qui arrive là où tu nous as bien mis cut Christian Slater casse le 4e mur, qu'il s'appelle machin Carnby là. Ouais. On, Moi, on je peut dire vais que l'appeler c'est Christian. Hein. on peut dire que c'est téléphoné. Oh, mais bravo, Sous-X. Donc, effectivement, donc cette scène, elle dure, je sais pas, genre 20 secondes, et là, recut. On retourne chez Christian Slater, qui sort de l'aéroport, qui casse le 4e mur en nous parlant en voix off, comme l'a dit Emmerich, avec aucun traitement. Mais bon, pourquoi pas. On apprend qu'il faisait partie du bureau 713, mais que maintenant, il est, je pense... Il est freelance. Il est freelance, ouais. Ça paye mieux. Il est graphiste freelance, et il écoute des podcasts, et puis il prend un taxi, et en fait, il se fait prendre en chasse par un autre taxi. Donc là, un autre problème du film débarque, les musiques. Exactement. Qui ne s'accordent pas du tout avec l'action, qui tombe mais comme un cheveu sous la soupe, quoi. C'est vraiment... Puis là, genre dans la course-poursuite, il y en a deux. Il y a deux thèmes totalement distincts et aucun ne va, quoi. Alors, c'est pas qu'elles vont pas avec l'action. Elles pourraient très bien aller avec l'action si il y avait une transition un peu correcte entre le moment sans action et le moment avec action, et donc musique d'action. C'est un peu comme... En fait, je pense que Uwe Boll, à la base, il est réalisateur de films porno. Et donc, il a l'habitude des transitions de musique de films porno. C'est-à-dire qu'il y a la scène de début où le plombier arrive et dit qu'il va réparer la tuyauterie avec un petit sourire en coin. Et le moment où ça baise sur la console centrale de la cuisine avec un petit jazz smooth, mais sans aucune transition. Mhm. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait que les musiques ne passent pas. Après, Ok. C'est possible, hein. C'est parce qu'en largement fait, possible. j'ai même pas souvenir qu'il y ait des musiques dans les moments sans action. Et Hmm. même si on avait, elle est complètement différente, puisque les musiques des scènes d'action, c'est du bon gros métal qui fait mal.
Et ça n'a D'ailleurs, c'est rien la à seule voir. scène d'action où il n'y a pas de métal. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai en plus. Parce que là, on a un thème. En fait, en plus, ça fait des thèmes genre de bibliothèque de son libre de droit, quoi. La musique en soi, elle n'est pas très quali, elle est mal insérée. Et puis, alors, la deuxième, là, quand ils arrivent dans le marché, et c'est censé être un peu une musique dramatique, alors que rien n'est dramatique dans la scène, ça fait vraiment décalage très perturbant. Bref, cette course-poursuite dure 5 minutes. Et puis le méchant arrive. Alors le méchant qui ressemble à l'homme de main de Saul dans American. Merde, putain, pas. Better Call Saul. Tu veux Dans dire qu'il Breaking ressemble à, Bad. il ressemble à dans Mike? Ouais, Oui. il ressemble à Mike. Il a un peu le style de Mike, tu vois, avec le petit Panama, les petites lunettes. Moi, je trouve qu'on aurait dit un petit combat Mammouth versus Nicky Larson, Ouais. mais pour le côté manteau versus crâne chauve avec des lunettes. Mhm. On va y venir un petit peu après, ouais, au manteau, aux vêtements de Christian. Donc oui, ce que je disais, le méchant emboutit le taxi de Christian. Ce dernier sort in extremis de la voiture. Et là, ce que j'ai pas compris, c'est que le méchant, il s'échappe. Donc, on lui dit, il faut que tu tues le mec et que tu récupères son artefact. Il arrive à le mettre dans une ruelle, à l'emboutir, et il se casse. Et là, je me dis, mec, mais pourquoi ça fait 10 minutes que tu le poursuis si quand t'es prêt de le choper et de le tuer, tu t'en vas? Mais ça, c'est parce qu'on nous avait pas dit qu'il était fan de catch. Et du coup, le mec est en train de faire un énorme détour pour monter 5 mètres plus haut et sauter sur Christian et faire un très beau saut de l'ange, en fait. Coup de la corde à linge. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est un saut de la 3e corde, pour être techniquement précis. Mais ce qu'il savait pas, Euh, c'est que Christian, il a vu tous les films de Steven Seagal. Et il sait se battre. Il sait se battre, c'est vrai. Et là, il y a un petit passage sympa du film où Christian s'enfuit à travers un marché. Il vole le flingue d'un flic avec une prise à la Rey Mysterio. Deuxième référence au catch, pour ceux qui l'ont. Et il tire sur le méchant qui, a priori, ne ressent pas la douleur. Puisque ça ne l'arrête pas du tout de se prendre une balle dans le buffet. Et là, j'ai trouvé un plan 3D qui Il était... se la prend en plein cœur, la première en plus. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Il y a un plan en 3D qui est étrangement pas inutile. Tu vois, il est assez stylé, je trouve. L'effet, la balle sort du pistolet, va tout droit, tout est au ralenti et elle Ça, vient c'est percuter le méchant. ça, c'est les deuxièmes balles, la deuxième et troisième balle, qu'il tire une première. Donc il lui tire une première en plein cœur. Le gars s'arrête pas. Et un peu plus tard, donc là, il tire deux balles. Une pour. Je me suis dit, mais pourquoi il tire deux fois d'affilée? En fait, il tire une balle pour exploser la glace. Et la deuxième juste après pour passer à travers le pain de glace. C'est même sympa, J'ai trouvé hein. ça très stylé. Et petite mention cohérence pour les effets spéciaux et l'équipe, on va dire, de cascade. La balle qui touche, la deuxième balle qui touche le méchant traverse, elle passe un peu plus haut, donc elle passe, on va dire, dans le poumon, sous la clavicule, Mhm. et elle traverse, alors que la première n'a pas traversé. C'est parce qu'elle est arrivée en plein cœur, donc c'est... De toute façon, il y a 10 millions de dollars sur cette scène, Ouais, probablement. C'est le money shot, tu penses? je pense. C'est Bagarre. dommage, c'est pas les principales... Ouais, c'est pas l'argent utilisé le mieux, quoi, du budget. On continue, bagarre, 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 et puis le méchant meurt empalé sur un pieu. Ah, moi j'ai cru empaler sur un poisson, mais je me suis dit, leur faiblesse, c'est le poisson. Et non, ce n'est pas le poisson. Est-ce qu'il y a des méchants dont la faiblesse c'est le poisson? Je sais pas. Puis on va dans un musée, pas très loin, on pense, et on retrouve Tara Red. Donc Tara Red qui est la blonde d'American Pie, hein, si vous savez, ou de Sharknado, qui est l'assistante du méchant fou, et le méchant fou donc qui fait des expériences sur les enfants. Et elle, en fait, son taf, c'est être point relais pour tous les colis qui contiennent des antiquités que reçoit le docteur. Voilà. On apprend aussi que son copain n'a pas donné de nouvelles depuis 3 mois et elle est un peu inquiète. Donc faut pas la vanner là-dessus. Chose que fait le gardien du musée. Et là, attention, on va cutter. Cut, on est en mer. Le méchant fou récupère un truc dans l'eau qui a l'air très vieux. Cut, Christian rentre chez lui de manière très chelou.
Et comme on est en 2005, il écoute ses messages sur son répondeur. Il a un message de quelqu'un qui fait des cauchemars. Cut. On est sur le bateau et en fait on comprend que le truc qui a été pêché, il est fait d'or. Cut. On est dans l'appart de Christian qui est en train d'étudier un artefact avec des effets 3D sur son ordinateur. Cut. On retourne sur le bateau et là on a les matelots qui font un putsch pour voler le coffre au méchant fou. Le méchant fou se fait enfermer dans une cale et il dit mais vous êtes fous, faut pas ouvrir. En fait dans ce film il faut jamais ouvrir les boîtes. Si vous voulez survivre dans Alone in the Dark, n'ouvrez jamais les boîtes. Sauf que les matelots ils l'ouvrent et dedans il y a un truc qui fait un bruit de monstre. Et aussi le fait d'avoir ouvert cette boîte, ça lance un signal qui hypnotise des randoms qui soit étaient en train de dormir, soit en train de remettre des vidéos dans un vidéoclub, soit étaient en train de faire la vaisselle. Et tous, ils s'en vont. Et ça, on le sait grâce au texte du début qu'on a déjà oublié, qui nous disait les enfants sont devenus des agents dormants qui attendent leur réveil. Le signal, quoi. The Calling. Ouais. Mais Christian, pas le groupe lui, de par contre, chansons, ça marche pas. Mais c'est peut-être que Uwe Boll a compris ils attendent The Calling et c'est pour ça qu'il a mis il aurait mis ça dans la bande son, ça aurait été stylé quand même. Wherever you will go. Alors, autre effet secondaire, le monstre pirate les ampoules Way Philips qu'il y a dans le monde et il les fait toutes clignoter. Donc, par exemple, on est dans le musée et ça clignote pour faire style. Attention, il y a une menace qui arrive. Mais Tara, elle s'en fout. Et on retourne au vieux Docteur Fou, qui est donc le seul rescapé du bateau. Donc, on a appris que le bateau était arrivé à port grâce à cette scène, parce que moi, je pensais qu'il était encore en mer, mais en fait, non. Il sort, tout le monde est mort. Et il récupère un autre artefact qui était planqué dans le coffre. Voilà. Toute cette activité, le bureau 713 la capte. Alors, mais je croyais qu'il n'y avait pas de bureau de 713 moi aussi. puisque les fonds avaient été coupés. Moi aussi. Mais en fait, si, le bureau 713 existe toujours. Comme quoi, on nous dit pas tout. Donc, on nous dit qu'on capte des signaux qui montent jusqu'à 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à 15. Parce qu'au moins, on m'a dit c'était plutôt ça va trop haut, nos jauges ne montent qu'à 50. Ah, en français, ils disent ça. Bah putain, ils savent même pas traduire des chiffres, sérieusement. Non, en anglais, ils disent normalement ça va entre 3 et 5, et là, c'est monté jusqu'à 15. Bon, on saura pas ce que c'est, puis on s'en fout, les acteurs non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a l'air sérieux. Voilà. Tara reçoit un coup de fil de son chef qui l'engueule parce qu'elle a ouvert un des colis Chronopost. Christian se fait réveiller par la femme d'un de ses amis d'orphelinat qui lui apprend qu'il a disparu. Et là, j'ai envie de faire une pause avec vous. Est-ce qu'on peut parler des fringues de Christian? Est-ce que le combo Marcel noir, manteau long marron, c'est legit? C'est pas c'est legit, mais c'est légal. Est-ce qu'on a le droit de se promener comme ça? Moi, j'ai une question, c'est plutôt en termes de température, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que tu vois, il a un truc très léger et un truc très lourd par-dessus, et c'est pas très équilibré, c'est-à-dire que si jamais il perd son manteau, il a très froid, mais s'il a son manteau, il a peut-être très chaud aussi. Tu veux dire qu'il a un peu foiré son layering? Ah bah là, Un les peu 3 ça, couches ouais. d'alpinisme. Est-ce que vous avez réussi à déterminer en quelle matière est son manteau? Parce que j'ai l'impression que à la fois que c'est de la C'est toile du cuir, non? et à la fois que c'est Du du daim. cuir. Ouais, du Pour daim. moi, c'est du Ouais, daim. comme t'as le dit. Des chaussures de skate. Mais je pense pas que ce D'accord. soit à la mode en 2005. Je pense que Mais ça a si. été très influencé par Moi, Matrix, en fait. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est Matrix de 99, quoi. Ouais. Il a voulu lui donner un petit effet néo. Bon, sachant que dans le jeu de 2001, il a le même manteau. Mais on ne sait pas s'il a un Marcel. Mais est-ce qu'on sait exactement en quelle année ça se passe? Dans les années 80, donc c'est 2000. Ouais, donc ça se passe à l'époque où ça a été filmé. À l'époque où Ouais, ça a été filmé. début des années 2000, quoi. Quand le métal était à la mode. Oui. Ah, Evanescence, tout ça, quoi. Le néo-métal. Et là, j'ai mis tous les fans de métal en PLS. Alors, C'est à l'époque on de The reprend, Calling. En tout cas, ça, on en est sûr. ah, c'est vrai qu'il y avait de l'émo aussi, un petit peu. On retrouve Christian qui se rend à l'orphelinat et qui a besoin de récupérer les fichiers de ses anciens compagnons. Il demande ça
à la bonne sœur qui gère, enfin la sœur qui gère l'orphelinat. Et Qui en n'a pas fait, vieilli, hein. Elle a pas changé. Ça fait Wow. 22 C'est vrai ans. que c'était bizarre Elle a ça. pas pour le coup. bougé. ouais, que veux-tu de passer toute sa journée avec des enfants, ça garde le teint jeune et le teint frais. C'est un Goa'uld. On en Ah, revient à peut-être. Stargate. On en revient à Ouais. Stargate, ouais. Qu'est-ce que j'étais? Blablabla. Oui, voilà. Et donc Christian compare cette liste d'anciens compagnons avec la liste des gens qui ont plus ou moins disparu et il se rend compte que ça coïncide. Donc, quelque chose de bizarre se trame. Et pour corroborer ses dires, il appelle un de ses anciens collègues qui lui demande aussi d'enquêter sur 2-3 personnes et ils doivent se retrouver à leur endroit habituel. Et le mec, il ramène un dossier secret qui ressemble énormément à un dossier secret. Le truc n'est pas du tout discret, quoi. Si vous deviez demander à des enfants de dessiner un dossier secret du FBI, ils dessineraient le paquet que remet le gars à Christian. Je trouvais que c'était pas très malin. En même temps, c'est un dossier secret, quoi. Comment Donc, tu il veux faut- faire il- un il dossier ressemble- secret, toi? Attends, c'est un dossier secret en A3, quoi. T'as vu la taille du truc? Bref. C'est une il y avait peut-être chemise, plus- une chemise avec le petit onglet qui dépasse Secret. sur le côté. Franchement, où il il y a aurait pu y marqué avoir secret. secret. Il aurait pu y avoir marqué secret avec un tampon rouge sur dans la page du dossier, quoi. Mais tu sais pas où ils en sont au niveau papier à la Cogip 713. Ils ont peut-être plus que du A3 dans Ils ont l'imprimante. oublié d'aller chez Office Depot, les mecs. Il n'y avait plus que des A3. J'ai dû imprimer des trucs secrets, mais j'avais que du papier A3. Donc c'est en police 72. Mais c'est secret. Bref. Christian se rend au musée et il retrouve Tara. Et là, on apprend que c'est lui, le fameux copain disparu depuis 3 mois. Et elle lui met un énorme pain dans la gueule. Ça m'a beaucoup fait rire. Ça vous a pas fait rire? Moi, je crois que j'ai loupé ce moment-là. Je crois que je me suis endormi. Je ne comprends pas que ça te fasse rire. Mais Ou alors j'ai vu une version censurée. Ah, ça m'a trop fait rire. Bon. Les deux, ils étudient des artefacts quand le monstre Philip Sway débarque au musée. Là, on a le droit à 3 minutes, 3 vraies minutes de cache-cache où on a juste du jour-nuit entre le gardien du musée et le monstre. Puis le monstre enfin daigne se montrer. Il est plutôt bien fait. Et merci du coup la petite idée de dire ils contrôlent l'électricité, ils peuvent éteindre les lumières. Comme ça ils éteignent les lumières et c'est plus facile pour éclairer la créature de ne pas l'éclairer en fait. Ouais. Comme ça elle reste dans l'ombre et ça reste correct, quoi. Parce que c'est vrai que, bon, il n'y a rien de plus puissant pour faire peur que de ne pas montrer et de jouer sur l'imagination des gens. Puisque du coup, ils vont transposer leur propre vision du monstre dans le film. Sauf que Uwe Boll, il est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il n'a pas le budget pour faire des monstres très beaux en pleine lumière, mais il veut pas ne pas les montrer. Donc, du coup, son juste milieu, c'est de les montrer à moitié sur des images, mais vraiment des fragments d'images, pour que tu les aperçoives, mais pas trop, et du coup, tu ne te rends pas compte qu'ils sont dégueulasses. C'est un peu ça son cache-misère. Ouais. Parce que quand je vous ai envoyé une image, un arrêt sur image, c'était vraiment nul. Ouais, mais t'as un peu triché par le fait que tu t'as pris une image en plein milieu d'un effet lumineux sur le monstre. Donc forcément ça jure un peu. le cinéma, c'est des images en mouvement, c'est pas des images fixes, Julien. Voilà. Ok. Tu peux pas juger un effet spécial numérique avec juste un arrêt sur image. Tu peux illustrer un défaut ou un truc bien Non, en mais le faisant truc, un c'est arrêt sur que image, mais quand là, il y a les franchement, monstres, dans sa globalité, ça allait, quoi. et je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de passages où les monstres, ça passe et t'y crois. Genre là, la scène avec le gardien du musée, je trouve que c'est bien fait et que ça passe. Mais en fait, quand il y a des scènes de baston, c'est là où ça marche pas, en fait. C'est trop mal fait pour que je puisse y croire. Alors que là, j'y crois, tu vois. Au monstre dans le musée qui arrive par derrière et qui tue le gardien de manière assez dégueulasse. Ça passe. Je pense que tu as perdu ton âme d'enfant. C'est possible. Peut-être en regardant ce film. Quand Christian Slater m'a dit que les monstres dans le noir existaient, c'était fini. Hein. Trop de UV Ball. J'étais rentré dans le monde adulte.
Christian et Tara donc, se font poursuivre par le monstre. Ils se réfugient dans une pièce du musée quand le SWAT débarque en faisant péter la verrière. Avec Et des grosses boombox qui blastent du métal à fond. Donc l'armée Franchement, sur place. je me suis dit ça. Hein. Je me suis dit, les mecs, ils ont leur enceinte connectée. Ils ont des avec webooms. eux. Qui font de la Ils ont lumière, des- tu sais, en plus. Ils ont des UV boom. Très très bon. Il y a un truc à faire. Mettre des stickers sous V-Ball sur des Oué Boom. On tient un truc. Bref, le SWAT débarque. Il y a des hélicoptères, il y a des mecs avec des mitraillettes. Et donc, ça va tirer sur le monstre. Et pour moi, il y a un autre. On va toucher du doigt un autre problème du film qui est la balistique. Parce qu'ils ne savent pas trop tirer, ces soldats. Je pense pas qu'il y ait une grande formation au tir. Et ils tirent tout droit. Non, Ils mais bougent ouais. pas trop. Ils tirent en plus trop haut, je crois, la plupart du temps. Oui. Et surtout, pourquoi ils ont voulu absolument. Enfin, ça doit être Uwe Boll qui a dit je veux qu'on voit la trajectoire des balles. Donc il y a des traits de tir. Alors ça, on nous l'explique temps. après, pour le coup. Oui, c'est parce que c'est des balles lumineuses, machin, truc bidule, mais du coup, ça fait que la trajectoire des balles ne correspond pas à l'orientation du canon, et du coup, c'est très laid, quoi. Ils font des tirs courbés. Ça, c'est de la balistique, mec. Hein, quand tu étudies avec le vent et tout, tu sais qu'à 2 km, ta balle. Ah, tu veux Bah, dire qu'ils sont allés à l'école Wanted de Ah oui, c'est la ça, trajectoire exactement. des balles. Ils se concentrent très très fort, ils font caca dans leur froc, ils ont la petite veine qui pète au front, et ils peuvent courber les balles. Ça doit être ça. D'ailleurs, on n'avait pas vu qu'il y avait Angelina Jolie parmi le commando SWAT. Ah là là. Là, on découvre que le nouveau chef du 713 a un peu Christian dans le nez et lui dit « Tu dégages de ma zone, ici c'est chez moi. » Vous avez remarqué qu'il a tout le temps c'est Steven Dorff, il n'a pas le menton comme ça vers l'avant, hein, d'habitude. Je pense que c'est Uwe Boll qui lui a dit il faut que tu aies l'air d'un mec aigri et méchant. Donc tu vas mettre ton C'est menton en possible. avant comme ça. Mais il a joué dans quoi d'autre comme film, ce gars? Parce que sa tête me disait pas grand-chose. Steven Dorff, on va chercher vite fait, enchaîne. Alors, on arrive dans une des parties préférées des films d'Uwe Boll, les gros plans dégueulasses sur les opérations chirurgicales et les autopsies. On est à la morgue, où on retrouve Christian avec son pote du 713, qui découpe le méchant du début qui a essayé de tuer Christian. Et il a Et là- exactement les mêmes Google Glass qu'on avait vus dans Far Cry. Ah, mais il recycle. Je pense que lui, il recycle ses accessoires d'un film sur l'autre. Et on découvre que ce méchant avait un gros verre dans la colonne vertébrale. Et on découvre aussi que Christian en a un. Parce qu'il fait bip bip avec le radar. Mais on n'ira pas plus loin que ça. Voilà. On sait juste que Christian en a un. Au musée, Tara retrouve son boss, qui, je pense, pratique la téléportation. Et cette scène ne sert à rien. Parce qu'en gros, il arrive et puis il va repartir. Scène suivante, on est toujours avec le boss, qui là est dans son bureau. Et en fait, dans son bureau, il y a un des monstres extraterrestres et qui est enfermé dans une cage. Et le boss, en fait, il pique ce que je pense être du sang du monstre pour se l'injecter. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Aucune idée. Et on Juste sait pas non montrer plus. qu'il est fou, qu'il est complètement inconscient. On sait Ouais. pas d'où il a chopé le monstre non plus. Hein. Ouais, d'accord. Alors, Tant de questions sans réponse. Voilà, j'ai retrouvé la filmo de Steven Dorff. Ouais. Il a joué dans le film Riders, un film sur des jeunes malfrats qui font des hold-up audacieux à haut risque. Il a joué dans la série 13, La Conspiration, c'est lui qui joue 13, et c'est là où je pense que je l'ai vu. 13 la quand BD? j'étais- Ouais, mais Ok. une mini-série. Et il a joué aussi dans Blade, le film. Ah oui, Il est un des Ah acteurs ouais. tout à principaux. fait. Oui, Mm. oui. Il joue Deacon Frost, le vampire qui veut Ok. devenir le plus puissant du monde. Ah, c'est le méchant de Blade. Ouais. Voilà. Ok, donc c'est peut-être là que je l'ai vu. Je me permets d'avancer. Merci beaucoup, Émeric, pour cette précision. Merci Wikipédia surtout.
Où est-ce qu'on en est Donc, à la oui, morgue. à la morgue. Le médecin apprend à Christian que ce qui fait le plus mal aux extraterrestres, c'est la lumière du soleil et les balles lumineuses. Voilà. D'où le fait qu'il dérègle les lumières pour rester dans le noir. Ensuite, il se fait engueuler, donc le docteur se fait engueuler par le nouveau chef 713 et il lui dit il va falloir que tu choisisses entre moi et Christian, mais il n'y aura pas de suspense parce qu'en fait la scène d'après il se fera pas tuer par le docteur fou, mais il se fera étrangler par le docteur fou qui lui mettra un verre extraterrestre dans la bouche. Un peu dégueulasse. Chez Tara et Christian, on étudie les artefacts. Alors, je crois que j'ai zappé la scène de baise, parce que ça doit être juste avant. Tara rentre chez Christian, il est en train de dormir dans le lit, puis il baise, non, c'est ça? C'était à peu près ça, ouais. Ça sert à rien. Et c'était très nul. D'ailleurs, si vous voulez une bonne scène de sexe, retournez voir Far Cry. Voilà, pas une scène de drague, mais une scène de sexe. C'est dommage parce que tu coupes toute la partie bande-son ratée encore sur la Non, scène mais de en fait, cul. j'ai regardé, mais je me suis dit, ok. Mais ce qui est plus important, c'est qu'on étudie les artefacts quand les zombies de l'orphelinat débarquent chez eux pour essayer de les tuer. Et là, je vais passer le seul extrait que j'ai du film en VF parce que ça envoie du lourd. Il n'y a aucun autre choix alors. Combien peuvent-ils être? Au début, on était 20. Oh, c'est pas Il vrai. meurt en fait. Les mecs ne bougent pas pendant cette scène. Ils tirent tout droit. Juste une question. Est-ce qu'il aurait pas essayé de faire comme Matrix au niveau de musique? Ah bah si, totalement. N'empêche que je headbang. Hein. Cette Oh là petite là, ça fait transition bien. avec le... On aurait dit un bruit d'avion. Magnifique. Et en fait, ce que j'ai compris qu'au deuxième visionnage, c'est que c'était pas une grenade qu'on voyait tomber sur le sol, mais une douille. Je pensais que c'était une grenade, tu vois, genre qu'elle allait tout faire exploser pour calmer les monstres. Sauf que comme ça explose pas, je me suis dit, mais merde, c'est quoi ce truc? Elle a pas marché? Non, c'est une douille. En 3D. Donc, comme vous l'aurez entendu, là, on a le SWAT qui débarque, du mauvais métal, plein de monstres, des zombies. Puis alors là, pour le coup, c'est quand même la pire scène d'action du film, parce que c'est vraiment trop dans le noir. Vous êtes quand même d'accord? C'est globalement très dans le noir. Ouais, tout le film. Alone in the Dark. À quoi tu t'attendais, Julien? Pas à Everyone in the Dark, tu vois. Surtout que, en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que les acteurs ne bougent pas. Ils sont tous immobiles. Ils tirent. Alors, ils changent pas de trajectoire de tir, mais ils ne bougent pas eux-mêmes. Mais je pense C'est qu'ils ont vraiment peur de genre, bouger parce que sinon ils vont tous se tirer dessus. Regardez tous les trajectoires des balles et prenez une position où vous n'êtes pas sur une des trajectoires. Ah, c'est peut-être ça. Il y a une petite accalmie où les deux coqs, donc le chef du 713 et Christian, s'engueulent. Puis après, il y a rebagarre entre les zombies et le SWAT. Et là, on a une scène d'anthologie que j'ai mis sur Twitter où les balles volent au-dessus des zombies, mais les tuent quand même. Alors en fait, après revisionnage, image par image par image, ce qu'on ne voit pas à vitesse réelle parce que c'est trop rapide, c'est qu'il y a 2 balles qui sont tirées par Christian, alors qu'au bruit, il n'y en a qu'une. Il y en a une première qui touche la zombie et une deuxième qui part très très haut dans le ciel. Et en fait, à l'écran, en vitesse réelle, on voit que la deuxième. Donc on se dit, putain, c'est totalement con. Mais non, c'est juste très mal monté et très mal sonorisé. N'empêche, je vous aurais appris un truc aujourd'hui grâce à moi. Oui. Après avoir tué tous les zombies, tout le monde part pour une mine abandonnée en pleine ville. Que Christian connaît parce qu'il jouait par là-bas quand il était petit.
Alors là, il y a l'armée qui installe des tanks, des canons automatiques qui suivent les mains. Alors, est-ce Qui qu'on peut suivent en le parler mouvement. de cette scène? Donc, On peut imaginez en parler. la tourelle automatique de Worms. Donc, le truc pas fiable du tout. On est bien d'accord, hein? Qui, au moindre mouvement, au moindre coup de vent, se déclenche. Et là, tu as une nénette qui est devant et qui bouge sa main pour vérifier que la tourelle automatique suit bien sa main. Il se passe quoi si ça se déclenche d'un seul coup? Bah, elle a plus de main. Mais ça se déclenche pas. Heureusement. Heureusement, les héros pénètrent. Donc voilà, en gros, le but, c'est que toute cette armée sécurise la mine pour laisser le temps aux héros de rentrer dans la mine et de découvrir on ne sait pas quoi. Et c'est là où je disais en introduction, ça fait ultra chipouille parce qu'on se rend très vite compte du manque de moyens du film sur ce plan un peu aérien où la caméra est au-dessus et puis du coup remonte et c'est très vide. Ah mais on sait ce qu'on va trouver dans la mine vu qu'on se souvient du texte du début qui disait que après avoir perdu les fonds, le chef du 713 est allé faire ses expériences dans une mine. Ah putain, c'est vrai. En fait, au début du film, ils auraient dû mettre le texte et tout à la fin à imprimer. Sur une feuille A3. Dans un dossier secret. Ah là là là, putain. Et oui, j'ai aussi noté que là, j'avais l'impression de retourner dans Far Cry parce qu'il y a le même maquillage pour les zombies et les mêmes armures véhicules pour les soldats. Vraiment, c'est de la réutilisation. Donc là, on a une bataille épique qui s'engage entre des monstres et des soldats à l'extérieur de la mine. Est-ce qu'il y a du métal? Oui, Ok. donc c'est bon. C'est bon. C'est une scène c'est d'action. conforme. J'ai noté qu'il y avait beaucoup de balles qui étaient tirées pour une efficacité toute certaine. Parce qu'autant. Relatif, tu veux dire? Ouais, relative, pardon. Parce que autant dans le musée et puis chez Christian, ils arrivent. Alors, Christian, qui d'ailleurs habite un loft de 600 mètres carrés dans ce que je pense Mais- être New York, quoi. Au départ, moi j'ai cru qu'il s'introduisait dans le musée la première fois qu'on voit sa piole. Il y a des Ah, draps, ouais, il y a des draps peut-être. partout, des caisses et tout ça. Mais c'est vraiment bizarre parce que c'est pas le musée en fait. Vu que Tara, elle y rentre plus tard en ayant quitté le musée justement. Et puis, c'est pas la nuit. Tout à Non, fait. j'avoue, j'habite dans l'aile ouest du palais du Louvre. Est-ce que ça te pose un problème? J'ai mis quelques draps sur quelques babioles qui traînaient par-ci par-là. Non, mais c'est vrai, le mec habite. Parce qu'ils sont genre sur 2 niveaux et il y a genre 40 personnes du SWAT qui débarquent chez lui, plus 20 zombies, quoi. Et la distanciation sociale est quand même respectée. Donc, c'est assez grand. Donc, bataille épique. Là, ils n'arrivent pas à tuer les monstres. Et les héros, moi j'ai trouvé qu'ils jouaient un petit peu. Là, on était rentré, on est plus dans Matrix, on est plutôt dans Indiana Jones et l'arche perdue, puisqu'il y a des mécanismes avec des pièges. Il y a 2 soldats qui meurent, il y en a un qui tombe sur des pics, et il y en a une. Fatality. Exactement, ouais, c'est vrai que ça fait un peu Mortal Kombat. Et il y en a une qui se pète le genou en tombant, puis qui se fait mordre par un ver de sable. Et je crois que la morsure a l'air d'être assez létale, puisqu'elle meurt direct. Moi, j'avais compris que le verre était rentré en elle. Alors, Non, il l'a je juste ne sais mordu, pas non? par où, mais ouais, il me semble. Non, il l'a mordu, il l'a relâché et ensuite il va s'attaquer à Tara Reid. Ah, d'accord, ok. Ça fait un peu aussi penser au scarabée dans la momie de Et ben, j'ai 99. exactement pensé à ça, à la momie. Ouais. Ouais, ça fait un peu ça. En haut, tous les soldats sont morts, sauf 2 qui, bien sûr, se séparent, parce que c'est bien connu qu'on est plus fort tout seul qu'à 2. Dans la mine, on progresse particulièrement dans le noir, et ça va durer comme ça pendant 10 minutes. Les 2 soldats qui étaient encore vivants vont mourir, dont un dans une scène complètement référence à Alien 1, si vous avez eu la ref, quand le monstre débarque par en haut et montre ses dents. D'ailleurs, il y a un effet maquillage qui est pas mal là, avec la nana qui a la tête coupée en 2. C'est plutôt bien fait, j'ai trouvé.
C'est vrai que celui-là, pour le coup, j'ai lâché un petit oh. Ouais. Vraiment, il était bien fait. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve au fond de la mine si on n'a pas lu le texte d'intro et qu'on l'a pas gardé en tête? Un cabinet chirurgical. Pourquoi? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'on trouve au fond de ce cabinet chirurgical? La fameuse porte vers l'autre monde. Toujours, pourquoi pas? Et là, le vieux fou débarque. Alors, sachez que si vous avez une arme, pour gagner un petit peu de points en street cred, toujours tirer en l'air, pour faire peur, pour montrer que votre arme est chargée. Donc c'est ce qu'il fait. Il pique l'artefact de Christian et il ouvre la porte avec. D'ailleurs, je sais pas si on en a parlé, mais genre ils passent leur temps à essayer de retrouver des artefacts à droite à gauche pour on ne sait pas quoi, mais en fait il n'y en a qu'un seul qui est utile, c'est celui qui ouvre la porte. Les autres ils servent à rien pendant tout le film. Tout à fait. Oui, d'accord. Il ouvre la porte, mais en même temps il se prend un poignard dans le bide par le chef du 713, qui est quand même assez habile en lancer de couteau. Il y a quelques points d'XP là-dessus. La porte s'ouvre et on a des millions de monstres qui les attendent. Mais alors, ils les attendent pas juste derrière la porte, hein. Ils sont quand même assez loin dans leur caverne, donc ça va mettre un petit peu de temps pour qu'ils arrivent. On arrive bientôt à la fin du film et l'incohérence est totalement présente puisque dans un move qui sort des enfers, les trois décident de refermer la porte et de mettre une bombe dans cet autre monde pour le faire exploser. Bombe qui sera actionnée par un petit détonateur. Donc, ils mettent la bombe, ils referment la porte, ils courent, ils commencent à remonter. Et quand ils sont proches de la sortie, le mec du 713 appuie sur le bouton, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le chef du 713 va dire, partez devant, je vais m'en occuper. Il retourne jusque dans le tunnel, il réouvre la porte, il n'y a toujours pas de monstre, il prend un flingue et il tire un petit peu au hasard pour le style, parce qu'il sait qu'il est filmé. Et puis, il va passer en mode détonation automatique avec un minuteur qu'il règle sur 5 secondes. Oui, les 5 plus longues secondes que j'ai jamais vues dans un film. Pourquoi il met pas genre 1 minute ou 2 le temps de refermer la porte, de remonter et puis d'être vivant? Il faisait de l'athlétisme quand il était gamin, il était plutôt doué, il était bien classé niveau national. Écoute, je pense qu'il a surestimé ses capacités. Non, mais je pense que c'est surtout il a confiance dans les explosifs. Il sait que l'explosion sera contrôlée et que ça ne fera s'écrouler que ce qui est nécessaire et pas ce qui se trouve à 2 mètres de l'explosion. Non mais en plus, ça n'a pas de sens parce que donc la bombe explose, ce qui fait un énorme effet de flamme dans le tunnel. Pendant tout ce temps, Tara et Christian ont à peine monté l'échelle, hein, quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Pendant ces 5 minutes où l'autre a quand même été en arrière, réglé la bombe et est reparti. Mais en gros, ils arrivent in extremis à sortir du tunnel par la porte qui redonne sur l'orphelinat. Et autre truc que j'ai pas compris, c'est est-ce que le mec du 713 est mort? Parce que après l'explosion, on le revoit lever un petit peu la tête et puis c'est tout. Moi, je pense que toutes ces questions ont leur réponse dans Alone in the Dark 2. Ah, peut-être. Juste vraiment fin du film. Du coup, donc cette sortie du tunnel, ça donne vers l'orphelinat. Dans l'orphelinat, il retrouve la bonne sœur morte qui s'est suicidée en se taillant les veines. C'est pas très Et catholique. puis, On notera aussi que là, Uwe Boll ne s'est pas dit on va faire comme dans tous les films où des gens se suicident en se taillant les veines, c'est-à-dire qu'on ne va pas montrer la bonne technique. c'est vrai qu'il montre la bonne technique. Ouais. Bravo. Bien joué. Merci pour cet effort de réalisme, Uwe Boll. Christian et Tara retournent en ville où tout le monde a disparu, sauf peut-être un monstre vu l'effet qu'on a à la fin. On nous dit que On la ne sait ville pas. a été évacuée. Non, moi la voix off que j'ai, elle disait qu'il y avait un prix à payer comme lorsque les Abakni ont fermé eux-mêmes la porte. Il me semble que c'est marqué, hein, quand tu les vois dans la ville, il me semble que c'est marqué à l'écran ville évacuée. Ou un truc comme ça.
Parce que moi, ce que j'ai compris de ce qu'il disait, c'est que les Abaknias ont disparu en fait quand ils ont fermé la porte, ça les a tous fait disparaître. Et que du coup, là, pareil, quand ils ont fermé la porte, ça a fait disparaître tous les gens de la ville autour. Ok. Sachant que donc on nous fait croire qu'il y a un monstre dehors alors qu'il ne supporte pas la lumière du soleil. Tout à fait. Et que là, on est en plein jour. Oui, mais on n'est pas à ça près. Si. Nous ne sommes pas à ça près. C'est la fin. Il n'y a pas de scène post-générique, donc c'est la vraie fin avec un générique et du métal. Ah, ça a été. Alors, il est dispo sur YouTube en version payante et non payante. Si vous voulez confirmer notre appréciation de ce film, je vous invite à faire l'expérience. Parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, avec G7, on fait l'expérience d'un film. Exactement, c'est une expérience de cinéma. Et si nous parlions du jeu vidéo, vous voulez parler du 2 ? Quelqu'un a vu le 2 ou pas ? Non. Non, j'ai pas vu le 2, j'ai juste vu que le sous-titre était en allemand. Donc je me dis que peut-être il a été tourné exclusivement en Allemagne et que c'est pour ça qu'on n'est pas trop au courant qu'il existe. Alors, il n'est pas réalisé par Uwe Boll Ah, et Ah, il est sorti direct to DVD. Par contre, il est Oh. produit par Uwe Boll, faut pas déconner. Hein. Je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de le voir quand même? Bah, Est-ce que quelqu'un ne devrait-il pas le proposer dans la liste, dans les films à parce qu'on voir? n'a pas assez C'est possible. souffert là. C'est peut-être la rédemption ce deuxième film, hein, on sait pas. Voilà. Bon, sachant que c'est pas Christian Slater qui joue Carnby. Hein. Voilà, il n'y a plus de star. C'est un mec un peu plus asiatique. C'est celui qui joue Johnny Tran dans Fast and Furious. Rick Yoon. Bref, on passe au jeu. Et grâce à notre expert en jeux vidéo. Taldus. Taldus. Oh ouais, oh. Alors je tiens à dire d'abord pour notre audience que j'ai juste joué à la démo du tout premier sur PC. J'ai joué à la démo d'un qui était dans un western bizarre, je me souviens plus trop. Quand tu dis Et j'ai tout vu des premier, images c'est de- celui de 92. Le premier, c'est celui avec le lord anglais, là, ou Ouais, c'est français, ça, là, ouais. avec la moustache. Et j'en ai fait un qui était dans le western, et j'ai vu les images de celui qui est sorti en 2001, donc celui qui est sorti, enfin le dernier avant que le film ne sorte, pour me rendre compte que en fait, c'était pas si éloigné le film de l'univers du jeu, quoi. Et c'est tout, hein, voilà. C'est comme ça qu'on appelle un expert à G7 ici. Je tiens à le préciser. Est-ce que tu veux pas nous faire un petit point quand même sur le jeu vidéo? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça a apporté? C'est français, monsieur, quand même. Tout Faut à en fait. C'est parler. un jeu français. Alors, est-ce que je vais faire une Emmerich et ouvrir la page Mais bien Wikipédia? sûr. Exactement. Alors, attendez. Car nous utilisons des sources fiables. C'est ça. Donc, Alone in the Dark, 1992. Un jeu vidéo français conçu par Frédéric Rénal. Frédéric Rénal, grand créateur français qui aime les volcans. Si je me souviens bien. Est-ce que c'est celui qui aime les volcans? Je crois que c'est celui qui aime les volcans. Pourquoi Ou tu dis peut-être ça pas. Non, c'est pas celui qui aime les volcans, c'est celui qui a fait Little Big Adventure. Qui est quand même un qui est surtout monument. connu pour Alone in the Dark. Et voilà, et du coup, bah, quel est ce jeu? Jeu qui est sorti quand même sur macOS et 3DO, hein, c'est vous dire. Puis sur DOS aussi. Pique. Non, mais c'était un carton, Alone in the Dark en 92 ans. C'est-à-dire Bah, qu'il c'est a vrai que inventé le survival horror, ce jeu. c'est quand même lui qui a inventé Survival Role. On n'aurait pas eu Resident Evil et tous les films de Mila Jovovich sans Alone in the Dark. Ne l'oublions Ah, jamais. merci Non, Frédéric non, mais Rénal. c'est vrai. Tu hein. prends un C'est vrai raccourci parce quand que, même vachement Bah, facile. franchement, le game design de Alone in the Dark, c'est exactement ce qui a été refait après dans Resident Evil. Hein. Oui, mais Ces plans fixes où ton... de là à comparer avec les films avec Mila Jovovich, il va vite. Ah oui, d'accord. Mais, Ouais, vas-y, mais Resident il- Evil, il- ça se passe dans quoi, le premier? Dans un manoir. Dans un manoir. Et il se passe dans Ah. quoi le premier Alone in the Dark? Dans un manoir. Dans un manoir en manoir. Louisiane. Tout est lié. Et voilà. Mais du Mais, coup, pour le scénario vite fait, de ce que je lis de la page Wikipédia, en gros, il y a un peintre qui est mort en Louisiane dans son manoir. Et du coup, bah,
il serait pas mort et on enquête sur sa mort. Enfin, on enquête sur les étranges circonstances de sa mort et voilà. De Et sa c'est comme ça qu'on disparition. tombe sur des monstres. Et Et c'est alors, il un y a jeu des rats, des zombies, des infogramme. vers géants. Voilà. Et C'est ça, le infogramme, Zelda. à l'époque, je sais pas si vous regardez le joueur du grenier, je pense que vous l'avez vu quelques fois, mais dans les années 90, c'était quand même un Le studio Ubisoft qui des faisait pas années mal de jeux, quoi. 90. Cette fameuse souris en C'est un spirale. tatou, hein. C'est un Ah, c'est un tatou. tatou, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un tatou, c'est pas une souris. Et du coup, est-ce que le film est fidèle au jeu vidéo de 2001? Pas du tout. Pas du tout. Pour le manteau, si. Et pour les flingues de aussi. 2001? Et ça s'arrête là, je pense. Ah ouais, putain, moi j'étais encore resté en 92. Pour 2001, ouais, bah, c'est le bon nombre de personnages. Comme dit Tadus, il y a le nom. Et puis, en fait, dans le jeu de 2001, c'est plutôt des chiens et des monstres bizarres. Il y a pas. En fait, les monstres qu'on voit dans le film sont un peu le mix des différents types de monstres que tu as dans le jeu. Faut savoir que Edward Carnby, c'est quand même le héros du film depuis le premier, hein, parce que je suis en train de lire la page Wikipédia. Même l'anglais à moustache, là, enfin, je l'appelle l'anglais à moustache, il est peut-être pas anglais, mais il a une moustache. Il a une tête de lord à moustache. Il fait très Hercule Poirot dans son Voilà, design. et il s'appelle Edward Carnby. Bah, bien sûr. Donc voilà, c'est au moins le nom est raccord avec le premier. C'est peut-être le seul point raccord avec le premier jeu vidéo Alone in the Dark. C'est la genèse, en Ouais, fait. et j'essaie de réfléchir parce que bon, moi j'ai pas joué au jeu, mais j'ai regardé des let's play et donc en fait le jeu il est découpé en deux grandes phases. T'as la première phase qui est exploration dans le manoir et t'as effectivement l'équivalent des zombies qu'on voit à l'écran, mais enfin qu'on voit dans le film, qui sont les premiers trucs qui t'attaquent. C'est un jeu qui, je pense, devait faire quand même pas mal peur à l'époque, puisque ça jouait vraiment comme dans Resident Evil sur... en fait, donc le personnage se déplace et la caméra ne bouge pas. Donc c'est de plan, ça change de plan quand vous sortez de l'écran. Mais ce qui fait que souvent, tu entends du bruit, mais tu ne vois pas la menace. Ce qui, quand même, fait monter un petit peu la sauce. Et tu as une première grande partie où tu explores dans le manoir. Donc, en termes de... Comment dire, de game design, ça a quand même pas mal vieilli, puisque les combats, t'as un seul bouton, puis le but c'est que tu te battes avec ton épée ou à main nue. Et après, une fois que tu as débloqué une sorte de tunnel, tu vas dans une sorte d'autre monde qui est en dessous du manoir, où là, t'as des monstres, comment dire, un petit peu plus gros, et un petit peu plus coriaces. Et en fait, à la fin du jeu, pardon, comment dire, tu fous le feu à ce monde-là, tu t'échappes, et puis voilà, t'as fini. Mais il y a un mec qui fait une sorte de speedrun, ça dure 55 minutes, et c'est plutôt pas... Franchement, pour l'époque, je trouve que c'est assez hallucinant. Pour un jeu qui a pratiquement 30 ans, c'est assez ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Puis surtout, je crois que c'est un des premiers jeux 3D. C'était la première mouvance de jeu 3D, quoi. Ouais, alors c'est de la 3D en mode Star Fox, hein. Les énormes polygones, mais quand même pas mal. Et puis il y a une ambiance sonore, il y a des voix. Alors c'est un petit peu, comment dire, c'est du, je sais pas c'est quoi la qualité sonore, mais tu sens qu'il y a une vraie démarche de cohérence de game design dans le jeu. Et j'ai préféré 10 fois regarder le speedrun de Alone in the Dark que le film. Alors là, pour le coup, Parce que pour vous dire, en pas de problème. 92, ce qui est sorti en 92, c'est quand même Sonic 2 en 92. Hein. Ouais. Mais c'était en vous 2D. dire quel point niveau 3D on n'était pas ouf, et pourtant Ouais. ce jeu était un beau jeu 3D. Bah, il y a Wolfenstein 3D aussi qui est sorti en 1992, comme quoi. La French Tech. La French Tech, exactement. Mais oui, c'est le premier jeu de type survival horror en 3D. Donc c'est quand même lui qui va installer un petit peu certains codes pendant un grand moment. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une trilogie à la base, sauf que comment dire,
Frédéric Reynal et le boss d'Infogrames qui est Bruno Bonnell vont un peu se prendre la tête sur ce que devraient être les suites du jeu. Et du coup, le 2 et le 3 sont pas faits par Reynal. Et de mémoire, ça a beaucoup bien moins marché les épisodes suivants que le premier. Et pour le jeu de 2001, donc qui passe un petit peu, qui passe totalement à la 3D, je l'ai regardé, ça fait vraiment sous Resident Evil, quoi. De mémoire, je crois qu'il avait pas reçu un bon accueil critique, le jeu, quand il était sorti. Il était édité par Atari, qui essayait de se redorer un petit peu, comment dire, son nom, son blason. Précisons que en fait, Atari, c'était Infogrames. Parce que Infogrames, par le jeu, des rachats, etc., s'est retrouvé propriétaire de la marque Atari et a finalement décidé de se débarrasser de la dualité Infogrames-Atari et donc que c'est devenu juste Atari. C'est pour ça. Atari Inc. ou Atari, ouais, c'est ça. Mais le jeu, il est pas foufou. Alors effectivement, il est déjà beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans l'adaptation du film, de par le personnage et son look. Mais C'est-à-dire qu'il a un manteau, quoi. ouais, mais c'est à peu près tout. Et puis voilà. Le jeu est sorti sur Game Boy Color. Mhm. Et puis À voilà. l'époque, il fallait une version Game Boy Color des jeux. C'était... Mais autant les premiers ont été cruciaux dans le monde du jeu vidéo par rapport au Survival Horror, autant ceux d'après, ils sont beaucoup plus faiblards, quoi. Je sais pas si tu partages mon avis, Taldus. Bah, disons que franchement, tu regardes le design du premier, genre vraiment ce petit côté 1920, petite moustache Hercule Poirot, tout ça. Tu finis avec un mec en trench coat. Bon, j'ai envie de te dire, moi je préfère Hercule Poirot, hein. Non, puis Resident Evil est arrivé en 96, si je dis pas de bêtises. Ça a vite fait plier le game. Konami savait quand même c'est sûr. vachement mieux. C'est Konami qui faisait Resident Evil, non? Capcom. Capcom, pardon. Capcom. Capcom a plié le game assez rapidement en reprenant les bonnes ficelles. Si on classait... Ouais, je crois qu'Emeric avait un truc à dire. Non, j'allais dire que le jeu de 2001 il était quand même assez bien noté. Hein. Il a eu 17 sur 20 chez jeuxvideo.com. Ah ouais. Mais est-ce que c'est une notation neutre? Je sais pas. Je regarde les autres par IGN. 7,3 sur 10. 8 pour la Dreamcast. 8,3 sur... Ah non, ils l'ont pas noté sur PlayStation. Mais en gros, Metacritic, 77%. Quand même, hein. Ok. Ça va. Ouais, ça va. Peut-être pour ça qu'ils... C'est honorable pour un jeu qui a donné un film aussi... Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont voulu Oui. faire un film sur cette licence qui pourtant n'est pas la plus connue. Et aussi sûrement parce que Uwe Boll n'avait pas les droits de Resident Evil, du coup il s'est rabattu sur son cousin. Alors ça, c'est largement possible. Ouais. Sous X, tu nous rappelles le classement? Oui, bien sûr. Alors, on va aller de ce qu'on a fait de mieux à ce qu'on a fait de pire. Histoire vu que je pense qu'il sera plutôt la tête sous l'eau. En premier, Pokémon. Deuxième, Silent Hill. Troisième, Ace Attorney Phoenix Wright. Quatrième, Final Fantasy VII Advent Children. En numéro 5, Sonic, suivi de Tomb Raider, le film de 2001. Dead or Alive en 7e, Warcraft en 8e, Super Mario Bros. En 9e, Prince of Persia prend la 10e place, Assassin's Creed en 11e, 12 pour Far Cry, 13 pour Max Payne, 14 pour Need for Speed, 15 pour le film nommé Worms, 16 pour MK2 Mortal Kombat, et enfin notre chouchou, enfin dernier de la classe, à 17 Postal. Alors, est-ce que quelqu'un sait à quelle place il veut le mettre? Moi je sais. Alors, vas-y, Taldus. Moi je vais le mettre entre Prince of Persia et Assassin's Creed. C'est très haut. 11e place. Bah franchement, j'ai passé... En fait, à chaque fois je me réfère à Assassin's Creed. Pour moi c'est vraiment le film devant lequel je me suis fait chier comme un rat mort.
Franchement, je me suis moins fait chier devant Alone in the Dark grâce, par exemple, à cette super scène de métal où les gens tiraient partout. Au moins, ça m'a réveillé à ce moment-là. Ce que Assassin's Creed n'a jamais fait, je n'ai jamais été réveillé à un seul moment. Mais Prince of Persia est quand même plus rigolo de ce que je m'en souviens, donc entre les deux. Bah, moi, je vais le mettre juste devant Far Cry. Je pense que c'est le meilleur des 3 UV Ball qu'on ait vu. Ah, mais non, tu peux le mettre là aussi pour moi. Ok. Donc 2 fois 12e. D'ailleurs, je me rappelle de Max Payne et j'ai l'impression que Max Payne a quelques petits relents de Alone in the Dark dans C'est la le construction. design Ouais. de Marc. C'est la nuit. Et ça, C'est la souvent nuit. la nuit. Non, c'est vrai, il y a des trucs. Il y a des trucs. Je pense l'inspiration Matrix dans les deux C'est cas. peut-être le manteau. Oui, l'inspiration Matrix, ça doit être ça. Et toi, Souzix, tu le mets Eh où? bien, moi, la nuit au musée, premier épisode, je vais le mettre au-dessus de Worms. Ah, pour ça, t'as préféré Far Cry, quoi. Bah, je trouve que c'est plus cohérent avec le jeu. Et vous Ok. savez que C'est pas faux. je tiens une importance élevée à ce que les adaptations de films sur les jeux vidéo respectent le jeu vidéo, et je trouve que ça n'est pas le cas. Alors, il obtient la note de 12,5. Et comme c'est écrit Puisqu'on a les dans le règles conducteur, gravées dans la roche, puisqu'on a maintenant les règles, s'il est à demi, alors il est en dessous. Donc, c'est-à-dire qu'il est 13e à la place de Max Payne. à la place de Max Payne. Et donc, Far Cry reste devant. Ce qui est pas chaud. Enfin, ça me choque pas non plus, hein, parce que c'est vraiment comparé un étron et un étron. En fait, c'est ça, t'as un caca moulé et un caca mou. En fait, le problème, c'est que Dans les deux cas, il y a mou. le problème, c'est que Alone in the Dark, c'est le film, il est moyen. Far Cry, c'est un nanar. Donc forcément, le nanar, tu rigoles dessus. Alors que Alone in the Dark, il n'y a pas trop de moments où vraiment tu rigoles parce qu'il y a des bons acteurs quand même qui essayent de faire de leur mieux. Et du coup, c'est pas comme le héros de Far Cry qui joue n'importe comment, quoi. Voilà, tu vois, si on te dit Alone in the Dark, il est entre Far Cry et Max Payne, c'est pas choquant. Ça va. Non. On pouvait Il s'y reste attendre. au-dessus de Need for Speed. Mais ça c'est choquant. Et Non. ça j'en suis un peu déçu parce que Need for Speed, c'est vraiment une très très bonne adaptation. Ah là là. On sentait bien le besoin de vitesse. Est-ce que vous avez réfléchi à vos prochaines, à vos propositions pour le prochain épisode? Le prochain UV Ball, Non, s'il vous plaît. Alors moi, je vais proposer un film qui n'est pas un UV Ball. C'est Alone in the Dark 2. Oh le bâtard. Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que... J'étais pas au courant que la suite existait avant de rechercher le film. Et du coup, je me dis, mais je veux voir cette suite. Tu couperas ce Alors. moment, bien entendu. Alone in the Dark 2. Ok. Est-ce que vous autres, vous avez un film? Oui, on veut des bons films, s'il vous plaît. Moi, je propose Dragon Quest. Ah. Ça nous changera un petit peu. Dragon Quest. Ok. moi aussi je veux un film, un bon film. Enfin non, en fait un film moyen, mais je veux Ratchet & Clank, moi. Ça serait bien que... J'ai envie de voir un film avec Squeezie au doublage. Après Malik Bentala, Arrêtez avec Malik Wow. Bentala. C'est le mot interdit. Et bah moi, je veux... Est-ce qu'on peut voir pas forcément dans l'ordre? Bah oui, parce qu'on a déjà vu Mortal Kombat 2. Et bah moi, j'ai envie de voir Street Fighter 2, le film. Avec Jean-Claude Van Damme et Christophe Lambert. est-ce que c'est- ou La légende de Chun-Li? Non, c'est un film d'animation. Mais sur le jeu Street Fighter 2. C'est un des... Je crois que... Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, donc quand on allait dans notre magasin de journaux et qu'on achetait des trucs qui sortaient tous les mois. En je VHS, sais plus c'est quoi, je crois qu'il est en 5 volumes, Ouais. le film. Et bah, il y avait un film Street Fighter 2 qui était sorti, genre, c'était genre, je sais pas, je dirais une connerie, mais c'est genre un animé, animé ouais. le mag, quoi. C'est un animé et je me rappelle très très bien de la scène d'intro de ce film parce que c'est comment Ryu fait la cicatrice à Sagat. Oui, tout à fait. Peut-être vu ce film. Et il est plutôt, de mémoire, il est plutôt pas mal. Donc, Il est bien, il est fidèle.
Voilà, tu peux le mettre en haut du classement. Voilà, Street Fighter 2, le film. Je Moi, pense qu'il t'intéressera plus que Alone in the Dark 2, Taldus. Moi, je pense que le moment où ça va partir en cacahuète, G7, c'est le moment où on va se taper tous les films Pokémon, qui sont des adaptations de jeux vidéo. C'est vrai. Mais est-ce qu'on survivra jusque-là? Ça, c'est la vraie question. Hein. Je suis toujours en vie, hein, et je les ai tous vus. Monsieur X, Oui, as-tu ton magnéto corporate? tout à fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde de Podcut. Podcut.studio. Podcut, c'est quoi? Podcut, c'est le label qui produit le podcast G7, mais qui produit aussi tout un tas de super podcasts, notamment des lectures érotiques avec Colette, La Confiture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Moyenne Orientation. On a Polka qui nous parle du monde de l'entreprise. Enfin bref, on couvre tout un tas de sujets et c'est vachement bien. En plus de ça, si vous souhaitez nous soutenir pour qu'on puisse louer les merveilleux films que l'on vous raconte, nous vous Bon, invitons si vous souhaitez qu'on donne de l'argent à Uwe Nous vous invitons à vous rendre sur la page patreon.com/podcut pour verser votre dîme afin que nous ne soyons plus dans l'illégalité sur le lecteur 3 de je ne sais quel site obscur. site de streaming russe. Voilà. On vous remercie énormément d'avance. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, podcut_label à peu près partout, si je dis pas de bêtises. Et puis, Ouais, et puis on a G7 Pod et aussi. puis on a G7 Pod, tout à fait, à ne pas confondre G7 avec Podcast, pardon. G7 Pod, Taxi. Quoique ça peut être utile. Ni le conseil du G7. Tout à fait. Voilà, vous savez absolument tout. Notre destin est entre vos mains. Merci beaucoup, Sous-X. Merci beaucoup, Taldus et Emeric. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça, Ouais, c'est un c'était autre peu tôt, mais podcast. ça allait. C'était assez tôt, ouais. Mais voilà, maintenant il fait soleil, il est 11h, et puis on va pouvoir retourner à nos activités. Tout à fait. Du Allez. coup, merci à vous tous, des bisous, portez-vous bien, et puis on se retrouve le mois prochain avec un film qui ne sera donc pas un film Nouveau Ball. Youpi! Et ça, c'est cool. Enfin. Allez, enfin. ciao. Ciao, ciao! Salut. Ciao. Tu peux faire un freestyle si tu veux, Taldus. Aucune idée là. Uwe Ball, il a pas de bol parce qu'il fait toujours des films de merde. Voilà. Oh mon Dieu. On dirait une chèvre qu'on égorge. C'est une boîte à meux. C'est une boîte à meux. C'est une boîte à Prévenez-moi la prochaine fois, je sors la guimbarde. Hein. On fait un feat. meux. C'est la boîte. Attention, c'est la boîte à meux officielle, la vache qui rit. Achetée à la boutique de la maison de la vache qui rit.